Je vous conjure de m'écouter avec une attention totale, une lucidité absolue, car il est impératif de saisir la gravité tectonique de l'instant présent. Ce qui s'est cristallisé au cours des dernières 48 heures dépasse l'entendement du cycle médiatique habituel. Ce n'est pas une simple secousse politique. Ce n'est pas une friction diplomatique de plus. Ne commettez pas l'erreur de réduire cet événement à un énième tweet impulsif de Donald Trump ou à un chapitre supplémentaire dans la guerre commerciale perpétuelle qui nous lasse tous. Non, ce à quoi nous venons d'assister, spectateurs privilégiés et terrifiés de l'histoire, c'est l'instant précis, chirurgical, où un empire a entamé son agonie terminale. C'est le point de bascule. Et moi, Richard Wolff, cela fait 50 longues années que je guette ce signal dans le bruit de fond du monde. Laissez-moi vous confier une réalité que la quasi-totalité des analystes, paralysés par la peur ou aveuglés par le conformisme, n'osera jamais vous révéler. La nuit dernière, aux alentours de 3 heures du matin dans la solitude de la Maison-Blanche, Donald Trump a été pris d'une frénésie révélatrice. Il a rédigé, puis effacé nerveusement, 4 versions différentes d'un message avant de publier un texte sur le Mexique et qui semblait, en apparence, totalement incohérent, le fruit d'un esprit en désarroi. Comment puis-je affirmer cela avec une telle certitude? Parce que je maintiens des canaux ouverts avec des sources situées dans le sein des saints de Wall Street, des initiés qui redoutaient cet effondrement nerveux systémique depuis des décennies et qui surveillent chaque battement de cœur de la présidence. À l'instant même où j'ai pris connaissance de cette réaction paniquée, une onde de choc m'a traversé. J'ai su immédiatement que ma prophétie de 1982, formulée dans le silence d'un bureau universitaire, se matérialisait enfin sous nos yeux. Cette année-là, alors que j'étais jeune professeur à Yale, j'avais consigné dans mes archives personnelles une réflexion qui résonne aujourd'hui avec une force dévastatrice, presque biblique. Le jour où les États-Unis perdront leur emprise sur le destin du Mexique, le jour où ils ne pourront plus dicter la conduite de leurs voisins du Sud, marquera le début officiel et irréversible de la fin de l'Empire américain. À l'époque, la réaction fut prévisible. Mes collègues universitaires, confortablement installés dans leurs certitudes hégémoniques, riaient de cette assertion. Mes étudiants y voyaient une exagération théâtrale, une provocation intellectuelle. Mais je détenais une information cruciale qu'ils ignoraient tous, une vérité enfouie sous des montagnes de papier. J'avais passé des mois entiers à éplucher, dans la poussière des archives, des documents déclassifiés de la Réserve fédérale. Ces recherches avaient mis à nu la dépendance vitale, presque organique, des États-Unis vis-à-vis de l'or latino-américain. Les secrets de la Réserve fédérale. Ces mois d'immersion dans les tréfonds des archives de la Fed ont radicalement transformé ma lecture du pouvoir mondial. Ce que j'y ai découvert n'était pas de l'économie théorique, mais de la mécanique de survie impériale. Les documents prouvaient de manière irréfutable que depuis 1971, date fatidique où Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or et fermé la fameuse « fenêtre de l'or », Washington avait développé une addiction critique. Les États-Unis étaient devenus dépendants des réserves des nations latino-américaines pour garantir la solvabilité et la stabilité de leur propre système financier. Il ne s'agissait pas simplement de lignes comptables dans un bilan ou d'ajustements techniques. C'était la clé de voûte permettant de maintenir la confiance planétaire dans le dollar et d'éviter un effondrement monétaire total. Je garde un souvenir vivace, presque physique, du moment où j'ai tenu entre mes mains un mémorandum ultra-confidentiel de la Réserve fédérale, daté du 23 août 1971. Le papier jauni, marqué des tampons « confidentiels » réservés aux fonctionnaires de niveau A, contenait un aveu d'une brutalité saisissante. Il stipulait noir sur blanc que la stabilité du système monétaire post-Bretton Woods dépend de manière critique du maintien des réserves hémisphériques sous l'influence directe ou indirecte des institutions financières américaines. Ce texte ne se contentait pas de constats passifs. Il détaillait des stratégies machiavéliques, froides et calculées, pour empêcher des nations comme le Mexique de développer leurs propres capacités de stockage, de raffinage et de commercialisation de l'or. Le mémorandum incluait des protocoles précis pour exercer une pression subtile mais constante sur les banques centrales d'Amérique latine, les incitant fortement, par la carotte ou le bâton, à conserver leurs actifs au sein d'institutions jugées fiables. Et dans le lexique de la Fed, fiable est un euphémisme diplomatique pour désigner les banques sous contrôle direct de New York ou de Washington. Mais le plus glaçant résidait ailleurs, dans les annexes de ce document. On y esquissait des plans d'urgence, des scénarios de crise visant à déstabiliser économiquement tout pays qui oserait tenter de bâtir un système monétaire véritablement souverain et indépendant du dollar. Je ne vous parle pas ici de théories conspirationnistes fumeuses nées sur Internet, mais de manuels opérationnels concrets, rédigés par des technocrates, dotés de budgets alloués et de calendriers d'exécution précis. Ces archives révélaient des échanges internes où de hauts responsables admettaient sans phare que le Mexique était trop important pour échouer, en termes de coopération monétaire forcée. On y trouvait des transcriptions de réunions secrètes débattant des moyens psychologiques et économiques de maintenir Mexico dans le cercle de confiance. Comprenez, la laisse courte de la finance américaine. Une phrase particulière, trouvée dans une note marginale, m'a hanté pendant des années et résume à elle seule le cynisme de cette époque.
Le Mexique doit percevoir qu'il dispose d'options, mais il ne doit jamais avoir d'options réelles. Cette maxime résume un demi-siècle de politique étrangère américaine. Offrir l'illusion de la souveraineté, le théâtre de l'indépendance, tout en privant le pays de la substance même de sa liberté économique. C'est précisément ici, dans cette méconnaissance de l'histoire profonde, que Donald Trump a commis l'erreur la plus onéreuse de l'histoire géopolitique moderne. Prisonnier d'une vision anachronique, il s'est imaginé pouvoir intimider le Mexique comme ses prédécesseurs l'avaient fait durant des décennies. Il a pensé, avec l'arrogance de celui qui n'a jamais rencontré de résistance réelle, qu'une menace supplémentaire, qu'un tarif douanier de plus ou qu'une nouvelle pression diplomatique suffirait à forcer le Mexique à rentrer dans le rang. Il s'attendait à ce que le Mexique continue de se comporter comme l'arrière-cour docile et effrayée que Washington a toujours tenue pour acquise. Mais Trump a échoué à saisir une donnée fondamentale, un changement de paradigme invisible pour ceux qui ne regardent pas. Le Mexique de 2025 n'a plus rien à voir avec le Mexique de 1994, l'année de l'ALENA. La métamorphose n'est pas seulement temporelle, elle est structurelle, profonde et irréversible. Au cours des 30 dernières années, pendant que les États-Unis étaient distraits par leur guerre au Moyen-Orient et leur crise interne, le Mexique a tissé, dans un silence studieux et stratégique, un réseau de relations économiques qui transcende sa dépendance historique envers le voisin du Nord. Il a noué des liens commerciaux avec la Chine dépassant les 100 milliards de dollars annuels, créant un poumon économique alternatif. Il a scellé des accords énergétiques avec la Russie sans solliciter l'approbation de Washington, brisant le tabou de la dépendance énergétique. Il a mis en place des mécanismes d'échange avec l'Inde opérant totalement hors du système SWIFT, ce levier de contrôle américain par excellence. Leur conclusion était terrifiante de lucidité. Les États-Unis n'aident pas. Ils instrumentalisent systématiquement les crises pour renforcer leur mainmise sur les réserves étrangères. Il m'a présenté des graphiques mentaux démontrant qu'après chaque crise régionale, les pays touchés finissaient invariablement avec une part accrue de leurs réserves libellées en dollars et stockées dans des coffres américains. Ce n'était pas une coïncidence statistique, mais une stratégie de consolidation financière délibérée, un mécanisme de prédation. Professeur, m'a-t-il dit avec une intensité que je n'oublierai jamais, nous avons pris une décision irrévocable. Nous ne serons pas la prochaine Argentine. Nous ne serons pas le prochain pays à livrer volontairement sa souveraineté monétaire après une crise manufacturée pour nous affaiblir. Ces mots m'ont empêché de dormir pendant des semaines, car je réalisais que le Mexique ne planifiait pas une simple défense passive. Il planifiait une contre-offensive sophistiquée. Ce que Trump a interprété, dans sa myopie, comme une simple décision administrative concernant des réserves d'or était en réalité la manœuvre géopolitique la plus calculée et la plus audacieuse de ces 30 dernières années. Le Mexique n'a pas rapatrié son or par hasard. Il n'a pas signé avec la Chine sur un coup de tête. Il n'a pas diversifié ses alliances par impulsion. Tout cela relève d'une grande stratégie mûrie dans l'ombre, exécutée avec une patience de joueur d'échecs. J'ai eu un premier indice, un avant-goût de cette vision, en 2019. Je me trouvais à Mexico pour une conférence, et lors d'une réception privée, un haut fonctionnaire de la Banque centrale mexicaine s'est approché de moi. Dans le brouhaha des conversations mondaines, il m'a posé une question qui a glacé l'atmosphère. Professeur Wolf, vous qui étudiez la chute des empires, que pensez-vous de l'or comme arme géopolitique asymétrique? À cet instant précis, j'ai compris que le Mexique préparait quelque chose de grand, un séisme silencieux qui allait ébranler les fondations du système financier mondial. Mais la conversation qui a suivi a été bien plus profonde que ce que j'avais imaginé. Ce fonctionnaire, avec un calme olympien, m'a expliqué qu'ils avaient décortiqué, analysé et modélisé les comportements de la Réserve fédérale lors des crises précédentes. Ils avaient étudié chaque mouvement américain pendant la crise asiatique de 1997, pendant l'effondrement argentin de 2001 et surtout pendant le krach financier de 2008. Ce fonctionnaire m'a révélé un autre aspect inquiétant de leur analyse. Ils avaient identifié un « modèle d'attaque » dans les crises financières affectant les pays émergents. Tout commençait par une pression mystérieuse sur les réserves d'or. Nous observons, m'a-t-il dit, que chaque fois qu'un pays tente de renforcer sa position monétaire indépendante, des problèmes techniques surgissent soudainement avec ses réserves aurifères à l'étranger. Problèmes de garde, délai de certification, refus d'audit, problèmes d'accès physique. Il m'a cité l'exemple frappant de l'Allemagne. Il a fallu 7 longues années à Berlin, pourtant allié majeur et puissance économique, pour récupérer une simple fraction de son or stocké aux États-Unis. 7 ans de négociations humiliantes pour récupérer sa propre propriété. Il m'a regardé et a demandé « Si cela arrive à l'Allemagne, que pensez-vous qu'il arriverait à un pays comme le Mexique s'il tentait la même chose en utilisant les canaux diplomatiques traditionnels ?» La réponse était évidente, ils ne reverraient jamais leur or. V. La destruction des 3 piliers. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi le mouvement actuel du Mexique est si dévastateur, si terminal pour le pouvoir américain. Au cours des 70 dernières années, les États-Unis ont construit leur hégémonie mondiale sur 3 piliers fondamentaux, 3 colonnes vertébrales du pouvoir. Le contrôle absolu du dollar comme monnaie de réserve mondiale incontestée.
La domination totale des marchés financiers internationaux et des mécanismes de compensation. La capacité de contraindre les pays voisins et alliés à maintenir leurs réserves stratégiques au sein du système bancaire américain, garantissant ainsi leur docilité. Avec une seule décision, exécutée avec une maîtrise froide, le Mexique vient de dynamiter ces trois piliers simultanément. En rapatriant son or et en établissant de nouveaux mécanismes d'échange direct avec la Chine et d'autres pays du bloc BRIC, le Mexique n'a pas seulement protégé ses propres réserves. Il a envoyé un message universel, un signal de fumée visible depuis toutes les capitales du Sud global. L'ère de la dépendance forcée est révolue. L'or mexicain qui est retourné au pays n'est pas simplement du métal jaune inerte stocké dans des coffres climatisés. C'est la matérialisation physique, tangible, de la souveraineté retrouvée. Chaque lingot qui a retraversé la frontière représente une rupture symbolique et réelle avec des décennies de subordination financière. Chaque once rapatriée est un acte d'indépendance que les États-Unis ne peuvent pas inverser, ni avec des menaces diplomatiques, ni avec une pression économique conventionnelle. Mais il y a une dimension encore plus profonde, plus architecturale, dans ce mouvement. Le Mexique ne s'est pas contenté de déplacer du métal. Il a établi de nouveaux protocoles de certification qui ne dépendent plus des auditeurs américains. Il a créé des systèmes d'échange qui opèrent en dehors du circuit SWIFT, rendant les sanctions américaines inopérantes. Il a développé des mécanismes de règlement qui peuvent fonctionner indépendamment du système bancaire de New York. Le fait le plus significatif est que le Mexique a bâti une nouvelle facilité de stockage de haute sécurité, répondant aux normes internationales les plus strictes, mais opérant sous juridiction exclusivement mexicaine. Cette forteresse ne stocke pas seulement l'or mexicain. Elle commence déjà à offrir ses services à d'autres pays latino-américains qui cherchent désespérément des alternatives au stockage traditionnel dans les coffres occidentaux. Le Brésil a déjà exprimé son intérêt. La Colombie évalue la possibilité de transférer une partie de ses réserves. Même des pays plus éloignés comme le Chili et le Pérou ont envoyé des délégations techniques discrètes pour évaluer les capacités mexicaines. Le Mexique ne fait pas que se sauver lui-même. Il crée une alternative régionale, un pôle de stabilité hors de portée de Washington. Face à cette réalité nouvelle, Trump, au lieu de comprendre l'ampleur tectonique de ce qui se passait, a réagi exactement comme j'avais prédit que réagirait tout leader impérial en phase de décadence. Avec des menaces désespérées, avec des fanfaronnades creuses, avec la mentalité pathétique de celui qui croit qu'il peut encore imposer sa volonté par la force. Brute. Mais les menaces ne fonctionnent plus quand celui qui est menacé a construit des issues de secours. Et le Mexique, pour la première fois dans son histoire moderne, a des alternatives réelles et fonctionnelles. C'est ici que je veux que vous compreniez la dimension psychologique du drame. Trump n'est pas furieux seulement pour une question d'argent ou de commerce. Trump est furieux parce que sa cosmogonie, sa vision du monde, s'écroule devant ses yeux. Pendant toute sa vie, Donald Trump a grandi et prospéré avec la certitude inébranlable que les États-Unis étaient le centre indiscutable de l'univers économique, le soleil autour duquel toutes les autres planètes devaient orbiter. Il pensait qu'il suffisait de lever la voix pour que n'importe quel pays de l'hémisphère occidental accourt pour obéir. Cette certitude vient de se briser violemment contre la réalité d'un Mexique qui n'a plus besoin de demander la permission pour prendre des décisions souveraines. Et quand un narcissique, qu'il soit un individu ou une nation, affronte la réalité qu'il n'est plus le centre de l'univers, la réaction est prévisiblement explosive et irrationnelle. Ce qui est fascinant, c'est que Trump répète, étape par étape, le même modèle psychologique que j'ai observé dans tous les empires que j'ai étudiés durant ma carrière. D'abord vient le déni, ce n'est pas possible, il bluffe. Ensuite vient la colère, comment ose-t-il? Puis viennent les menaces de plus en plus désespérées et incohérentes. Et finalement, inévitablement, viendra l'acceptation amère de la nouvelle réalité. Trump est actuellement enlisé dans la phase de la colère désespérée. J'ai vu ce modèle auparavant. Je l'ai étudié dans les archives de l'effondrement de l'Empire britannique après la Seconde Guerre mondiale. Les leaders britanniques ont eux aussi réagi avec une fureur impuissante quand l'Inde a décidé qu'elle n'avait plus besoin de la protection impériale. Ils ont menacé de chaos, de famine, de guerre civile. Ils ont essayé de manufacturer des crises pour prouver que l'indépendance était impossible. La différence majeure, c'est que la Grande-Bretagne en 1947 avait l'excuse d'être ruinée par une guerre mondiale. Les États-Unis en 2025 n'ont pas cette excuse. Leur réaction paniquée face à l'indépendance mexicaine révèle une vérité gênante. Leur domination a toujours dépendu davantage de la peur, de l'habitude et du bluff que d'une véritable nécessité économique irremplaçable. Je veux partager avec vous une conversation révélatrice que j'ai eue il y a à peine 3 jours avec l'un des économistes les plus influents et respectés de Wall Street, un homme qui ne s'exprime jamais publiquement. Il m'a dit textuellement, la voix tremblante, « Richard, nous sommes en panique totale depuis des semaines. Nous ne savons pas comment gérer un Mexique qui ne se comporte plus de manière prévisible selon nos modèles. » Cette phrase résume l'effondrement intellectuel de l'élite américaine. L'establishment financier a construit toutes ses projections, tous ses produits dérivés, sur l'hypothèse axiomatique que le Mexique serait toujours dépendant,
toujours prévisible, toujours contrôlable. Cet économiste m'a expliqué quelque chose qui m'a glacé le sang par sa candeur technique. Au cours des 2 dernières décennies, Wall Street a développé des algorithmes de trading ultra complexes qui assumaient automatiquement, comme une loi de la physique, que le Mexique prendrait toujours des décisions rationnelles du point de vue américain. Ces algorithmes géraient des milliers de milliards de dollars en transactions quotidiennes basées sur la prémisse que le Mexique n'agirait jamais contre les intérêts fondamentaux de Washington. Nos modèles, m'a-t-il confessé, n'ont pas de variable pour un Mexique véritablement indépendant. Littéralement, nous ne savons pas comment calculer le risque dans un scénario où le Mexique agit comme une puissance souveraine au lieu d'un partenaire mineur subordonné. L'honnêteté brutale de cette admission expose la fragilité du système. Mais il y avait plus. Il m'a révélé que les pertes avaient déjà commencé. Des fonds spéculatifs, des hedge funds, qui avaient parié massivement sur la docilité mexicaine, ont perdu des centaines de millions de dollars dans les premières heures après l'annonce discrète du rapatriement de l'or. Des algorithmes aveugles, incapables de traiter la donnée « souveraineté », ont exécuté des opérations désastreuses. Nous recalibrons tout, m'a-t-il admis, mais le problème est que nous ne savons pas vers quoi nous recalibrons. Si le Mexique peut agir indépendamment, alors nos hypothèses sur le Brésil, l'Argentine, la Colombie, tout s'effondre. C'est la fin de la prévisibilité impériale. Et avec elle s'effondrent des décennies de planification stratégique et des milliards d'investissements basés sur des prémices fausses. Les empires ne tombent pas à cause d'invasions barbares ou de guerres externes. Les empires tombent, et je l'enseigne depuis 50 ans, lorsqu'ils perdent la capacité d'inspirer ou de forcer l'obéissance automatique dans leur propre zone d'influence. C'est exactement ce qui vient de se passer en Amérique du Nord. Trump menace, mais le Mexique ne recule plus. Trump presse, mais le Mexique a déjà des alternatives. Trump crie, mais le monde n'écoute plus exclusivement Washington. C'est le moment exact où un empire cesse d'être un empire et redevient une simple nation parmi d'autres, puissante certes, mais plus hégémonique. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement un problème lié à la personnalité de Trump. Trump est le symptôme bruyant, pas la cause profonde de la maladie. Le problème structurel est que les États-Unis ont construit leur prospérité post-industrielle sur l'exploitation systématique de leurs voisins, et spécifiquement du Mexique. Pendant des générations, le Mexique a joué le rôle de réservoir de main-d'œuvre bon marché, de marché captif pour les excédents américains et de territoire dérégulé pour la production à bas coût. Ce modèle colonial arrive à sa fin. Et quand un modèle économique qui a enrichi une élite pendant un siècle s'effondre, cette élite entre en panique. La fureur de Trump n'est pas seulement personnelle. C'est la panique collective d'une classe dirigeante qui voit s'évaporer le système qui leur garantissait des privilèges automatiques. Les corporations américaines ont construit leur marge de profit sur la certitude qu'elles pourraient toujours accéder aux ressources mexicaines à prix cassé. Elles ont bâti des chaînes d'approvisionnement mondiales qui dépendaient du maintien du Mexique dans une position de subordination structurelle. Aujourd'hui, le Mexique démontre qu'il peut négocier depuis une position de force. Il peut exiger des prix justes pour ses matières premières. Il peut imposer des conditions de travail décentes. Il peut développer ses propres capacités industrielles et technologiques au lieu d'être simplement un assembleur de composants étrangers, maquiladora. Mais voici la partie la plus vertigineuse de cette analyse. Ce qui se passe n'est pas un conflit bilatéral isolé. C'est la manifestation régionale, locale, d'une transformation mondiale beaucoup plus vaste. La montée en puissance du Sud global. La Chine est devenue une alternative économique réelle et massive pour l'Amérique latine, offrant crédit et infrastructures. La Russie offre des alliances énergétiques et militaires qui ne viennent pas avec des conditions politiques moralisatrices. L'Inde fournit des marchés technologiques et pharmaceutiques sans imposition culturelle. Pour la première fois en 200 ans, depuis les doctrines Monroe, les pays du Sud ont des options réelles. Et la règle d'or de la géopolitique est simple. Quand vous avez des options, vous n'avez plus besoin de tolérer les abus. Le Mexique est simplement le premier pays de l'hémisphère occidental à utiliser ces options de manière stratégique et intégrale. Mais il ne sera pas le dernier. Je prédis formellement que dans les 18 prochains mois, nous verrons des mouvements similaires au Brésil, en Argentine, en Colombie et dans d'autres pays de la région. Non pas parce qu'il y a une grande conspiration secrète, mais parce que la logique économique et la gravité politique les poussent dans cette direction. Quand une alternative fonctionne, d'autres l'adoptent. C'est la contagion de la liberté. Le Brésil a déjà entamé des conversations discrètes avec Pékin sur des systèmes de paiement alternatifs pour ses exportations agricoles. L'Argentine explore des mécanismes d'échange de matières premières qui contournent le dollar. La Colombie réévalue la localisation de ses réserves. Ce sont des réponses rationnelles à une nouvelle réalité où la dépendance totale envers les États-Unis est devenue un risque plutôt qu'un atout. C'est ici que je veux m'adresser directement à vous, citoyens mexicains qui regardez cela, et à vous tous, latino-américains qui avez vécu pendant des générations sous l'ombre longue et parfois froide du pouvoir américain. Ce à quoi vous venez d'assister n'est pas seulement un succès diplomatique technique.
C'est la preuve vivante que la dignité nationale n'est pas une utopie romantique. Elle est possible. Elle est atteignable. Elle est réelle. Pendant des décennies, une propagande subtile vous a répété que vous n'aviez pas d'alternative, que la résistance était futile, que vous deviez accepter les conditions dictées par le Nord. On vous a dit que votre destin géographique était d'être éternellement dépendant. Tout cela était un mensonge. Un mensonge fonctionnel, construit pour maintenir un système d'extraction, mais un mensonge tout de même. Le Mexique vient de faire voler ce mensonge en éclats. Il a prouvé qu'un pays peut prendre des décisions souveraines sans que le ciel ne lui tombe sur la tête. Il a montré que l'indépendance économique est une stratégie implémentable, pas juste un rêve de révolutionnaire. Que le respect international se gagne par la fermeté des actes, pas par la soumission des courbettes. En réagissant avec tant de virulence, Trump a confirmé involontairement ce que les critiques de l'impérialisme dénoncent depuis toujours. La soi-disant coopération américaine n'a jamais été une coopération entre égaux. C'était de la domination déguisée. C'était du contrôle habillé en alliance. Quand le partenaire junior ose agir comme un adulte, le masque tombe et la vraie nature de la relation, basée sur l'intimidation, est révélée au grand jour. Et cette intimidation vient de perdre son pouvoir magique. 11. L'élégance de la victoire et l'avenir. Je vais clore cette analyse avec une prédiction, forgée par 50 ans d'études des cycles historiques. Trump va escalader. Le Mexique n'a pas seulement récupéré son or, il a récupéré sa dignité. Et l'histoire nous enseigne qu'une nation qui retrouve sa dignité ne la laisse plus jamais s'échapper. Il va augmenter la pression, multiplier les menaces, chercher des mécanismes de punition. Mais chaque escalade sera contre-productive. Mais chaque escalade sera contre-productive. Chaque attaque poussera le Mexique plus rapidement et plus profondément vers les alternatives qu'il a déjà préparées. La panique de Trump est émotionnelle, et en géopolitique, l'émotion est la mère de la défaite. Il creuse la tombe de l'hégémonie américaine en Amérique du Nord avec chaque tweet furieux. Ce qui force mon admiration d'analyste, c'est l'élégance avec laquelle le Mexique a exécuté cette rupture. Pas de cris, pas de discours incendiaires à l'ONU, pas de théâtralité inutile. Le Mexique agit dans le silence et la discrétion. Cette tenue stratégique révèle une maturité politique que les États-Unis semblent avoir perdue. Pendant que Washington fait du spectacle, Mexico crée des faits accomplis. Le Mexique nous enseigne une leçon essentielle. Il est possible de défier l'Empire sans devenir l'ennemi déclaré de l'Empire. L'indépendance ne requiert pas l'hostilité ouverte. La souveraineté peut être calme. Le Mexique ne cherche pas à remplacer l'hégémonie américaine par la sienne, il insiste simplement sur son droit à exister par lui-même. Et cette insistance modeste est, paradoxalement, ce qui rend la situation ingérable pour les États-Unis. Il est difficile de diaboliser un voisin qui ne fait que gérer ses propres comptes bancaires et ses propres coffres-forts. L'or mexicain est devenu bien plus que du métal précieux. C'est le symbole alchimique d'une transformation historique qui rééquilibre les pouvoirs sur notre continent. Vous êtes les témoins privilégiés du moment où ce processus est devenu irréversible. J'ai vu tomber des empires dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, je vois l'empire américain trébucher sur sa propre arrogance, incapable de s'adapter à un monde qui a changé sans lui.